Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau topo vidéo de formation pour la prise en charge des patients atteints de choléra. Cette fois-ci, on va s'attarder sur des cas cliniques qui vous feront envisager l'éventail des situations cliniques pouvant toucher nos patients. Si vous avez besoin de poser des questions à la suite de ce topo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pour vous refaire un petit point épidémiologique à l'heure où j'enregistre ce topo, le dernier rapport SPF du 27 juin dernier rapporte donc 210 cas confirmés de choléra à Mayotte, avec à l'heure actuelle uniquement des cas, principalement des cas dans la commune de Mamoudzou et ses environs. Bien évidemment, ça touche les patients les plus précaires, principalement dans des bangas, notamment ceux de Tsunzu et de Mtsapere. L'épidémie de choléra évolue par petites vaguelettes, avec des séries de cas réguliers tous les 10 à 15 jours environ. Je me permets de vous refaire un petit peu le trajet des patients. Vous savez que les patients arrivent à l'unité choléra par une petite porte à côté des urgences, qu'ils vont directement sous la tente que vous voyez sur la photo de droite, avec une marche en avant, un diagnostic qui sera posé par un TROD puis par une PCR réalisée par un infirmier. L'évaluation est donc paramédicale, elle peut également être médicale au départ. La vitesse d'évaluation par un médecin va dépendre des situations cliniques que je vous présenterai après. Les patients qui auront une PCR choléra positive intégreront l'unité choléra dans la plupart des cas. Les patients qui ont une PCR négative pourront rentrer à domicile ou être basculés sur un autre service de l'hôpital en fonction de la pathologie et de leur sévérité clinique. L'objectif de ce topo est clair, c'est de vous autonomiser le plus possible. Donc bien évidemment, l'évaluation médicale est importante, mais l'évaluation médicale n'est pas toujours urgente. Et l'infirmier peut lui aussi évaluer le patient lorsqu'il se présente en temps de choléra. Deux situations caricaturales, celle de gauche où le patient va bien. Globalement, il s'agit d'un patient ambulatoire qui va marcher, qui va interagir de manière absolument normale, que ce soit un enfant ou un adulte. Ce patient va être testé avec une PCR choléra et un TROD et va pouvoir attendre son résultat, en général sur une chaise à l'extérieur, et bénéficier de SRO bien évidemment s'il a des pertes, notamment des diarrhées ou des vomissements, mais il s'agit d'un patient ambulatoire. Le cas caricatural numéro 2, c'est la situation de droite numéro 3 où le patient est très sévère. Donc le patient, comme je vous le disais dans le topo précédent, arrive en général comateux. En tout cas, il est très somnolent, difficilement réveillable, avec des yeux très cernés et il est parfois en état de choc, on va dire, macroclinique avec une hypotension artérielle. Donc dans ce cadre-là, l'évaluation médicale, elle est urgente. Il faut un accès vasculaire, poser une VVP et débuter une expansion volémique avec un protocole d'attaque, 30 ml kg sur 30 minutes, puis une réhydratation intensive. Il faut bien évidemment réaliser un bilan biologique et tester le patient pour le choléra. La situation numéro 2, c'est une situation un petit peu intermédiaire où le patient il est symptomatique, il est en général assez fatigué, mais il ne présente pas de signe de sévérité. Et là, l'évaluation médicale, elle peut être retardée, elle n'est pas urgente à la minute. L'infirmier a le temps de tester le patient et de lui administrer du SRO. Si le patient est vraiment symptomatique, il est plus prudent en général de réaliser donc un gaz du sang veineux avec un bilan biologique en posant une voie veineuse périphérique. Premier cas clinique que je vous présente, il s'agit d'un garçon de 3 ans qui fait 12 kg, qui n'a pas d'antécédent particulier. Il consulte à 7h30, amené par sa maman, et il est amené dans les bras de sa maman. Depuis 2 heures du matin, il a présenté 3 épisodes de vomissement et 2 selles diarrhéiques là, juste avant de venir. Dans le brancard, il ouvre spontanément les yeux, mais il est un petit peu apeuré avec des pleurs en vous voyant, donc ce qui est plutôt bon signe, hein, d'accord? C'est pas un enfant qui est complètement comateux ou léthargique. Les yeux sont un petit peu cernés et vous voyez les constantes avec une tachycardie à 130 par minute, mais une tension artérielle qui est conservée, une fréquence respiratoire normale, une saturation normale en air ambiant, et il est là aussi irritable. Mais globalement, sinon, le score de Glasgow est normal. Il est apyrétique. Il prend très bien du SRO quand vous lui donnez donc, au biberon et vous lancez le TROD qui revient positif avec une PCR vibrio-cholérée qui est en attente dans les selles. La question donc est, en attendant, qu'en pensez-vous, dans quelle situation on se trouve et qu'est-ce que vous proposez? Dans quelle situation sommes-nous? Donc si on est bien dans le cadre d'un choléra, là le 3D positif, c'est plutôt évocateur. Si on reprend la gradation de sévérité de l'OMS, vous voyez bien que on n'est pas dans la situation numéro 1 où le patient est un patient ambulatoire, d'accord? Il n'est pas là à marcher normalement et à jouer. On n'est pas non plus dans la situation caricaturale de sévérité où on a un patient qui est complètement comateux
avec des yeux creusés, qui ne répond plus, ou qui pourrait être hypotendu avec une altération des constantes vitales. On est dans la situation intermédiaire. Le patient présente une déshydratation qui a l'air d'être modérée et il va nécessiter une prise en charge dans ce sens. L'avis médical, il peut être téléphonique, il n'est pas absolument urgent dans cette situation. Quand on reprend nos grades de sévérité à Mayotte avec le protocole de la réanimation, on est dans le cadre d'un choléra de grade B, c'est-à-dire de sévérité intermédiaire, avec une déshydratation sans critère de sévérité. Vous voyez qu'on peut également rechercher des anomalies biologiques. Donc ce patient va pouvoir être amené à lui faire un bilan biologique et à le perfuser. Et il va falloir quand même le surveiller de manière rapprochée pour vérifier qu'il n'évolue pas vers une sévérité un petit peu plus marquée. Dans ce cas de déshydratation modérée, qu'est-il recommandé de faire? Il est recommandé bien évidemment d'hydrater le patient, il est déshydraté, avec un protocole d'entretien d'emblée qui correspond à une hydratation de 75 ml kg, ça veut dire de 900 ml chez lui de Ringer lactate si on utilise la voie intraveineuse ou de SRO si on utilise la voie orale. Donc ça sera fait sur 4 heures. Bien évidemment, c'est une prescription médicale, mais qui peut être débutée par l'infirmier. Comment est-ce qu'on décide est-ce qu'on privilégie la voie IV ou la voie orale? Moi, ce que je vous conseille, c'est dans une phase initiale où les symptômes ne datent pas de la veille, ne datent pas d'il y a 3 jours, mais datent d'il y a quelques heures. Le patient peut s'aggraver, donc une voie veineuse doit être posée, je pense, avec la réalisation d'un gaz du sang veineux et d'un bilan biologique. Donc je vous recommande de poser une voie veineuse périphérique au départ, avec une hydratation intraveineuse. Bien évidemment, rien ne vous empêche de donner du SRO Péros si le patient veut bien le prendre. Ça vous permettra en plus d'aller vous aider d'autres signes de sévérité, notamment du pH et du lactate veineux dont on discutera tout à l'heure. Le SRO peut être donné par voie orale. Il y a une alternative chez le plus petit, mais là aussi, vous pouvez vous aider d'un avis spécialisé. C'est de le donner par sonde nasogastrique, notamment quand la pose de voie au départ est difficile. Bien évidemment, le médecin et même l'infirmier d'ailleurs ne doit pas oublier qu'il faut compenser le patient perte pour perte dès le départ. C'est-à-dire que si le patient présente un épisode de vomissement ou un épisode de diarrhée, il ne faut pas évaluer le volume, mais il faut en évaluer la fréquence pour à chaque selle ou à chaque vomissement pouvoir le compenser. Donc pour un patient qui pèse comme notre petit 12 kg, ça sera 100 à 200 ml de compensation par du SRO ou éventuellement par voie IV par du Ringer lactate. Donc juste pour vous dire que chez l'enfant, bien évidemment, il faut penser aux ABAC pour la normalité des constantes vitales, notamment de fréquence cardiaque, de tension artérielle, principalement évaluée sur la systolique et de fréquence respiratoire. Également savoir évaluer un score de Glasgow. Alors je fais exprès un petit peu de vous mettre des enfants parce que c'est ce qui peut faire peur quand on arrive à l'unité choléra et qu'on n'a pas l'habitude, mais je vous promets qu'au bout de quelques temps, et on s'y fait très très vite, voir un enfant qui va pas bien du tout, qui va bien, ou un enfant qui est modérément atteint, ça devient assez facile. Dans tous les cas, la réévaluation clinique chez un patient qui présente une déshydratation modérée, elle doit être précoce. Et là, elle doit se faire, donc là aussi par l'infirmier, mais également par un médecin, après avoir prescrit le protocole d'entretien. Donc comme je vous l'ai dit, dans une situation où c'est pas trop, plutôt par voie intraveineuse, il faut réévaluer H4, de vérifier que tout se soit amélioré. Donc là, l'enfant, en l'occurrence, se lève et marche dans la tente. Donc souvent, vous verrez que les enfants jouent devant la tente ou en tout cas, le fait qu'il puisse marcher, qu'il puisse se déplacer seul est un bon signe. Il n'a pas présenté de vomissement et un seul épisode de diarrhée depuis son arrivée, qui a été compensé selon le protocole en vigueur avec 150 ml de SRO par voie orale. Et finalement, la PCR Vibrio choléré revient positive à 18 CT. Donc à ce moment-là, que faites-vous? Donc dans ce cas de figure, chez un enfant, chez un patient en général qui est toujours symptomatique et qui a présenté une déshydratation modérée, on préfère donc une courte hospitalisation, enfin une hospitalisation d'unité choléra, on espère qu'elle soit courte. Comme je vous l'ai dit dans le topo précédent, attention à la phase aiguë, c'est en phase aiguë que les patients peuvent s'aggraver de manière rapide et la mortalité se fait en phase précoce dans le cadre des choléras sévères. On lui donnera à 12 kg 4 mg kg d'oxycycline, donc ici 50 mg en une prise. On vérifiera bien avant qu'il n'y ait pas eu de vomissement. Et ensuite, on continuera bien évidemment de la compensation perte pour perte en cotant chaque vomissement et chaque selle et en le compensant par exemple par 100-150 ml de SRO à chaque fois.
Cas clinique numéro 2 qui vise à vous présenter un petit peu les pièges que vous pourriez rencontrer sous la tente. Donc un homme de 58 ans qui pèse 80 kg, connu pour être hypertendu, diabétique, je ne vous ai pas mis les traitements, hein, diabétique de type 2 et dialysé chronique sur une fistule avec un patient qui est par ailleurs anurique. Il consulte dans l'après-midi car depuis la veille, notamment depuis sa sortie de dialyse, il a présenté plusieurs épisodes de diarrhée. La quantification est difficile, hein, l'interrogatoire est pas toujours facile, l'interrogatoire des patients n'est pas toujours facile. Et quand vous le voyez, il marche, il est en bon état général, avec des constantes vitales qui sont globalement conservées. Il est quand même fébrile, en tout cas une fébricule à 38,2 et un petit peu hypertendu. Il a un pouls qui est bien frappé, des yeux normaux quand vous le regardez, et il vous décrit des douleurs abdominales. Il prend le SRO que vous allez lui donner de manière spontanée et le TROD choléra est négatif. Vous attendez la PCR Vibrio choléré que vous avez fait sur un écouvillon rectal. Et là, quelle est votre réflexion face à ce patient? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous appelez le médecin très rapidement? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir sortir rapidement? Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Donc si on est dans le cadre d'un choléra, on aura envie de dire que selon la gradation de sévérité de l'OMS, finalement il n'est pas déshydraté, il ne présente pas de signe de sévérité, qu'on est confiant. C'est un patient qui est plutôt ambulatoire et que comme ça, de manière spontanée, on pourrait le faire rentrer à domicile. S'agit-il de la bonne attitude? Je vous le demande. Je vous remets là aussi la gradation de sévérité de la réanimation du CHM. Le patient n'est pas déshydraté, la biologie... si vous en faites une, va-t-elle retrouver des anomalies? Oui, mais il est dialysé chronique finalement. Voilà, donc pas de gravité là aussi évidente. Que va-t-il falloir faire? Je vous ai remis cette diapo physiopathologique pour réinsister sur le fait que le choléra n'est pas une maladie entéro-invasive. On a une toxine produite donc par le vibrion qui va pénétrer à l'intérieur de l'entérocyte. Et cette toxine, elle va bloquer les pompes et les canaux. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de lésion. Il ne va pas y avoir de nécrose, d'inflammation, en tout cas dans la plupart des cas, de la barrière intestinale. D'accord? Donc la fièvre et des douleurs abdominales assez importantes est atypique et doit plutôt faire évoquer un autre diagnostic, ce qu'on appelle en médecine un diagnostic différentiel. Donc soyez toujours critique et vigilant par rapport aux patients que vous allez recevoir sous la tente. Il peut s'agir de patients, donc les patients vont présenter des troubles digestifs aigus, diarrhée, vomissements, mais ils ont parfois pu vous être adressés par excès. Et le diagnostic n'est pas celui d'un choléra, mais un diagnostic différentiel. Donc soit une gastro-entérite d'origine infectieuse, soit une autre pathologie. Et parfois, attention, hein, parfois une pathologie intra-abdominale chirurgicale. Donc faites attention, et c'est plutôt le paragraphe du bas, à toutes les atypies cliniques et biologiques que vous pourriez rencontrer. Donc fièvre et frissons ne sont pas la règle. La fièvre dans un tiers des cas des formes sévères, les frissons jamais. La diarrhée gléro-sanglante n'est pas non plus rencontrée dans le cadre de choléra, il s'agit d'une diarrhée odorie. Dès qu'il y a des glaires et du sang, il faut évoquer autre chose. Ensuite, l'abdomen n'est pas chirurgical, c'est-à-dire que vous pouvez poser votre main sur le ventre du patient sans sentir de résistance, et ça c'est très important. Ensuite, pensez aussi bien évidemment que quand le TROD est négatif, ça oriente plutôt sur une autre pathologie que le choléra, et lorsqu'il y a un syndrome inflammatoire biologique marqué, même s'il y a des réserves, il s'agit plutôt d'autre chose qu'un choléra. Enfin, faites attention au terrain, et ça c'est l'autre message que je voulais vous passer, notamment par ce cas clinique, c'est-à-dire que dans le cadre de maladies autres que le choléra, mais aussi dans le cadre du choléra, certains terrains sont plus fragiles. Donc quand on a des comorbidités sévères, notamment des patients âgés qui vont présenter des insuffisances d'organes, donc insuffisance rénale dialysée, insuffisance cardiaque, ils vont être difficiles à manager en termes d'expansion volémique, de remplissage, d'accord, et de troubles ioniques. Donc là, il faut savoir appeler le médecin tôt et appeler dans certains cas là aussi le réanimateur. Faites attention également chez les nourrissons, hein, notamment les nourrissons qui ont peu de suivi médical. Ils peuvent présenter des pathologies associées et là aussi ils sont parfois difficiles à évaluer. Donc faites-vous aider quand vous êtes infirmier par un médecin et quand vous êtes médecin et que vous ne savez pas, faites-vous aider par un spécialiste qui peut être le pédiatre mais qui peut être aussi le réanimateur. Donc finalement, notre patient, je vous ai remis le terrain et les antécédents, présentait une glycémie capillaire un petit peu élevée, donc une décompensation de son diabète qui est plutôt une décompensation hyperosmolaire avec une cétonémie négative. La PCR Vibrio choléré sera négative et le bilan biologique retrouve son insuffisance rénale, il a dialysé la veille, avec une petite acidose métabolique, mais une hyperlactatémie associée, et vous voyez que sur le bilan, il y a surtout une thrombopénie à 30 Go qui est absolument pas classique, hein.
pourriez par exemple récupérer le dossier de dialyse du patient et voir qu'il n'est habituellement pas thrombopénique. Et il a un syndrome inflammatoire marqué avec notamment une CRP très élevée à 250 mg par litre. Chez lui, des hémocultures vont être prélevées, une antibiothérapie probabiliste par C3G va être introduite, ainsi qu'une insulinothérapie VSE. Et il va être hospitalisé pour la suite de sa prise en charge. Et en l'occurrence, chez ce patient, il s'agit d'une leptospirose. Alors peu importe, il y a d'autres diagnostics différentiels possibles. Les patients peuvent faire un sepsis, peuvent avoir une fièvre typhoïde, peuvent faire des leptospiroses, ils peuvent décompenser une autre pathologie. En tout cas, méfiez-vous sur des terrains particuliers. Méfiez-vous si vous voyez une atypie clinique. Si le TROD est négatif, il faut penser à autre chose, à élargir le bilan et ne pas hésiter à déclencher, en cas de sepsis suspecté, une antibiothérapie d'urgence. Le troisième cas clinique, qui est une forme ultra classique de choléra sévère, vous en aurez l'habitude quand vous viendrez bosser dans l'unité choléra, avec une... alors bien évidemment, il ne s'agit pas de la patiente, sur l'image que vous voyez en haut à droite, mais la patiente qu'on a pris en charge pour cette forme sévère de choléra avait 12 ans, elle pesait 30 kg, sans antécédents, et elle consulte au petit matin, et depuis minuit, en fait, elle a présenté plusieurs épisodes de vomissement avec une selle diarrhéique toutes les 2 heures. Donc je vous le dis, dès que vous avez cette fréquence un petit peu de diarrhée-vomissement, il s'agit d'emblée d'une forme sévère. Nous, on a mis le cut-off à peu près à une selle diarrhéique toutes les 2 heures, pour dire que là, probablement que le volume d'excréta est très important. Donc dès qu'elle arrive, elle est sévère. Je ne vais pas vous faire un dessin, Glasgow 9, donc extrêmement somnolente, elle ne parle pas, elle a les yeux fermés, il faut lui faire mal pour qu'elle les ouvre. Et on va dire que quand on lui fait mal, elle bouge de manière adaptée. Les yeux sont très creusés, elle a un pic cutané qui est marqué et ses constantes vitales sont altérées avec un état de choc, avec une hypotension artérielle, une tachycardie, une tachypnée, et elle est tapyrétique. Donc j'imagine que pour vous c'est évident, il s'agit si c'est un choléra bien évidemment, attention là aussi au diagnostic différentiel, mais il s'agit plutôt là d'une forme assez caractéristique. Il s'agit d'une forme sévère avec une déshydratation sévère, peut-être un choc hypovolémique, chez une patiente qui, comme je vous l'ai dit, est léthargique avec les yeux très creusés. Ces 2 signes sont quasi pathognomoniques de ces formes sévères de la maladie. Je vous le remets, mais c'est pour que ça rentre bien dans la tête. Selon les degrés de sévérité de la réanimation du CHM, vous êtes face à une forme sévère, la biologie vous le confirmera, et il faut que cette patiente elle soit évaluée donc de toute urgence par un médecin et que le réanimateur soit prévenu. Idéalement, le réanimateur viendra là aussi l'évaluer extrêmement rapidement. Je vous remets cette diapo du premier topo pour l'évaluation immédiate qui est une évaluation de coup d'œil. Si le patient est léthargique, c'est-à-dire extrêmement somnolent avec les yeux creusés et un pouls filant voire une hypotension, c'est une forme grave et il faut un accès vasculaire avec une expansion volémique d'urgence. Concernant l'expansion volémique, et si vous voulez plus de détails, je vous réfère également à la première vidéo. Il s'agit d'un protocole d'attaque avec 30 ml kg sur 30 minutes, suivi de 70 ml kg sur 3 heures, ce qui correspond à 10% du poids du patient administré sur 4 heures. C'est énorme, mais il faut le faire donc au départ une fois, le réévaluer très précocement et si le patient présente toujours des signes de sévérité, répéter ce protocole d'attaque. Dans le cas pratique de notre jeune patiente, qu'est-ce qui va se passer? Le médecin va être bien évidemment sur place immédiatement. Le réanimateur va être appelé également très rapidement et passera dans les 10 minutes pour évaluer la patiente. L'infirmier posera une première voie veineuse périphérique avec réalisation de gaz du sang veineux qui, vous le voyez, retrouve d'emblée des signes de sévérité qu'on redétaillera tout à l'heure. Mais les 2 choses principales, c'est 1, l'acidose avec un pH inférieur à 7,20. Retenez que les formes sévères, on avait mis 7,30 au départ, mais c'est plutôt des pH inférieurs à 7,20. Avec une lactatémie supérieure à 2 mmol par litre, ici à 11 mmol par litre. Cette patiente sera donc remplie de 30 ml kg, un tout petit peu plus si vous vous fiez à son poids initial qui est de 30 kg environ. Donc 30 ml kg, soit 1 litre de ringeur lactate sur 30 minutes. Et ça sera suivi d'une hyperhydratation intensive par 2 litres de ringeur sur 4 heures. 3 litres au total, soit 3 kg, soit 10%, vous voyez, de son poids corporel sur les 4 premières heures de prise en charge. Alors qu'est-ce qu'on fait si la voie veineuse périphérique est difficile ou impossible? Là aussi on appelle le réanimateur pour poser en urgence un cathéter intraosseux. Donc chez cette patiente de 12 ans, on peut poser un cathéter intraosseux, en général un cathéter jaune dans la tubérosité tibiale antérieure sur la face interne
du tibia avec une poche à pression, bien évidemment dans l'attente d'arriver à lui poser une voie veineuse périphérique de calibre suffisant, ou éventuellement, si vraiment c'est impossible, de poser une voie centrale, mais à ce moment-là, la patiente aura été transférée directement en réanimation. Quels sont les signes de gravité biologiques? Alors en général, comme je vous l'ai dit, hein, cliniquement, vous voyez les patients sévères, vous allez apprendre à les reconnaître et les infirmiers derrière peuvent totalement reconnaître un patient grave d'un patient pas grave et initier le protocole initial d'expansion volémique ou de réhydratation dans les formes modérées, ça, il n'y a aucun problème. Mais la biologie, et notamment la biologie délocalisée en faisant des gaz du sang veineux, permet de confirmer la sévérité avec notamment donc des pH inférieurs à 7,20, donc une acidose métabolique profonde et une hyperlactatémie. Donc lorsque le lactate veineux est supérieur à 2-3 mmol par litre, là aussi c'est un critère de sévérité. Ces patients, sachez-le, en moyenne sur les 48 premières heures pour ceux qui ont été diagnostiqués et pris en charge à Mayotte, soit 15 sur 210, on les a remplis et hyperhydratés pendant les premières 48 heures de 280 ml kg, ce qui est énorme. Donc n'hésitez pas à faire un protocole d'attaque pour le réévaluer précocement. En général, on a plus souvent un temps de retard qu'un temps d'avance. Donc cette patiente sera réévaluée de manière très régulière, hein. En tout cas, quand on a une déshydratation sévère, voire un choc hypovolémique, il faut réévaluer les patients très régulièrement, notamment pour les médecins, toutes les heures. La PCR vibrio-cholérée sera positive pour elle, bien évidemment. Le tableau clinique était évident, avec, après le protocole d'attaque, une amélioration clinique, un Glasgow à 13, une fréquence à 120, une tension artérielle qui a tendance à se normaliser, et les yeux restent cernés, avec un pli cutané qui est moins marqué. Les gaz veineux qui sont répétés à la suite de ce protocole retrouvent toujours une acidose métabolique avec un pH inférieur à 7,20, pH à 7,16 et un lactate à 4 mmol par litre. Donc vous voyez que la patiente s'est améliorée et en général quand même on les retape assez vite, mais elle présente quand même toujours des signes de sévérité et on n'est pas complètement satisfait de la prise en charge. C'est-à-dire que la patiente n'interagit pas de manière normale à parler avec vous complètement réveillée. Donc que va-t-on faire dans ce cas de figure? Je vous pose la question. Dans ce cas de figure, et vous le savez déjà, on renouvelle le protocole d'attaque. On répète donc 10% du poids corporel sur 4 heures. Donc on refait 30 ml kg sur 30 minutes et 70 ml kg derrière sur 3 heures. Et ça tant que les signes de sévérité persistent. Alors je vous le dis d'emblée, normalement quand c'est bien fait, on a besoin de le faire 2 fois au maximum. Lorsqu'il y a besoin de le faire plus de 2 fois, il faut quand même se poser certaines questions. Donc là, le réanimateur doit être absolument prévenu. Le patient, en général, sera transféré en réanimation. Et il faut se poser aussi quand même la question d'un diagnostic différentiel. Donc nous, en réanimation, mais c'est juste pour la petite anecdote, on n'hésite pas à évoquer un sepsis associé et à mettre en place une antibiothérapie systémique. Mais en général, lorsque les patients sont vraiment sévères, un protocole d'attaque, 2 protocoles d'attaque et on passe après à l'entretien et ça suffit. De manière systématique, et là aussi j'insiste encore, et il s'agit d'un rôle paramédical, c'est d'assurer le perte pour perte. Alors attention, rôle paramédical pour la surveillance, rôle médical pour la prescription. Toujours prescrire le perte pour perte et le prescrire en anticipation. Un vomissement, une diarrhée égale une compensation. Donc là pour notre patiente qui fait environ 30 kg, c'est 200 ml à chaque selle et à chaque vomissement. Sinon, si vous ne le faites pas, vous retournerez en arrière automatiquement quelques heures plus tard. Donc pensez-y systématiquement, protocole d'attaque, protocole d'entretien, et vous pensez aux pertes pour perte. Pensez également à la supplémentation potassique. Pourquoi? Parce que les patients, vous l'avez vu au départ, la kaliémie était normale, mais chez une patiente qui était très acide, avec une acidose métabolique profonde. Quand vous allez corriger cette acidose, donc le pH va remonter et il va y avoir un transfert de potassium à l'intérieur de la cellule et donc une hypokaliémie qui va se démasquer. Donc là, chez cette patiente qui présente 3,3 de kaliémie après votre premier protocole d'attaque, si vous ne la supplémentez pas en potassium d'emblée, elle va présenter une hypokaliémie profonde très rapidement. Et nous, c'est ce qu'on a vu au départ quand on prenait en charge les patients de manière un petit peu moins performante. Donc chez cette patiente, il faut commencer à la supplémenter per os. Donc je vous donne un exemple avec du potassium par voie orale. Ça pouvait être du Richard, là je vous donne l'exemple avec du gluconate de potassium 1 g x 3 par jour, selon le protocole en vigueur. Je vous réfère là aussi à la première vidéo si vous posez la question. Et vous pouvez d'emblée, parce que la kaliémie, on voit qu'elle baisse très vite, en plus le pH est à 7,16, donc il va continuer de monter. On peut faire une recharge IV
Ce qui est recommandé, c'est 0,015 g par kilo par heure sur 3 heures. Donc chez elle, ça correspond à 0,45 g par heure de KCl pendant 3 heures, donc environ 1,5 g de potassium pendant 3 heures. Et retenez que chaque gramme de potassium, donc du KCl à 10%, est à diluer dans 250 ml de ringeur lactate. Donc je vous laisse derrière faire le calcul et votre prescription correcte. Bien évidemment, la prescription est médicale et strictement médicale. Et ensuite, dès que vous le pourrez, dès que la patiente aura arrêté de vomir, en général dans les heures suivant votre bonne prise en charge, vous pourrez également lui administrer sa doxycycline, 200 mg pour le poids qu'elle fait en prise unique. J'en conclurai avec le 4e cas clinique. Je fais exprès de mettre de la pédiatrie, comme ça vous stresse un peu, mais ça vous déstresse en même temps. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, je vous le répète, ça va bien se passer et vous allez voir qu'on apprend vite à reconnaître les formes graves pour les enfants. Et si vous avez besoin d'aide pour la perfusion des enfants, il y a toujours quelqu'un autour de vous et les réanimateurs ne sont jamais loin. Donc un garçon de 8 ans qui pèse 26 kg, qui n'a pas d'antécédents, qui va consulter avec sa tante et lui il arrive en marchant. Il a eu 2 épisodes de diarrhée depuis la veille et la dernière il y a 4 heures. Quand vous le voyez, il est souriant, il vous parle. Il peut même jouer avec vous, avec des constantes vitales qui sont parfaitement normales, juste une petite fébricule qui traîne. Et il prend très bien son SRO. Alors là, j'ai mis au biberon, j'ai un peu abusé, j'aurais pu changer. En tout cas, il prend très bien son SRO que vous lui donnez. Vous lancez le TROD qui revient finalement positif et la PCR Vibrio Cholerae est en attente. Qu'est-ce que vous proposez chez ce jeune garçon ? Donc là, j'espère que la situation numéro 1 vous paraît évidente. Le patient va bien. Donc on attend le résultat bien évidemment du TROD et de la PCR. On va lui donner du SRO comme il veut et puis en perte pour perte si jamais il y a de nouveau un vomissement ou un épisode de diarrhée lorsque vous l'avez sous le coude. Et ensuite, vous pouvez bien évidemment appeler votre médecin, mais il n'y a pas d'urgence à l'évaluation médicale. Et là, votre médecin peut complètement l'évaluer après le résultat de la PCR. Pas besoin là non plus, dans ces situations un petit peu caricaturales de patients ambulatoires, de mettre en place une voie veineuse périphérique. Ok ? Donc l'avis médical peut être différé. Ensuite, il y a 2 possibilités. Soit la PCR choléra est positive. Donc en général, à l'heure actuelle, en tout cas, on n'est pas sous l'eau. On a tendance à surveiller pendant 24 heures les patients. Comme je vous l'ai dit, la morbimortalité, notamment la mortalité, se fait en phase précoce, donc pas de risque. Faites attention également chez les patients, notamment si vous les faites rentrer à domicile, à bien leur faire préciser leurs conditions de vie. Est-ce qu'ils vivent dans des conditions de vie où ils ne sont pas trop vulnérables, où ils ont bien compris la situation et où ils peuvent revenir consulter si les choses ne vont pas bien. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, il faudra garder les patients en hospitalisation, c'est fondamental. À Mayotte, les patients qui vivent dans des conditions de vie extrêmement précaires, c'est très fréquent. Deuxième cas de figure, la PCR Vibrio Cholerae est négative. Alors là, vous pouvez éventuellement faire rentrer le patient à domicile, sauf si vous avez un diagnostic différentiel qui justifie l'hospitalisation du patient, ou bien évidemment, mais ce n'est pas le cas dans celui que je vous présente, si le patient présente des critères de sévérité. D'accord ? Il y a des patients qui peuvent présenter des critères de sévérité en dehors de choléra, dans le cadre par exemple d'un sepsis ou d'une pathologie chirurgicale intra-abdominale. Donc là, ça peut nécessiter une hospitalisation. Donc on contactera les pédiatres, la médecine adulte s'il s'agit d'adultes. Et je voulais juste vous préciser quelque chose parce que de temps en temps, on a des PCR multiplex dans les selles qui retrouvent d'autres germes que le Vibrio Cholerae. Et nous, on a décidé de traiter donc, pour le moment uniquement les campylobactères et les shigelles qu'on va traiter par des cures courtes de macrolide, en général 3 jours, ou éventuellement les giardia qu'on va traiter par métronidazole pendant là aussi des cures courtes de 3 à 5 jours. Le retour à domicile, il doit s'associer donc d'une évaluation médicale, j'insiste, avec une bonne information des patients et de leur famille et une capacité des patients à revenir rapidement à l'hôpital si les choses venaient à se dégrader. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire remonter un petit peu vos remarques. Vous allez voir qu'au fil de l'eau, la prise en charge des patients va être assez évidente. Il y a une autonomisation des infirmiers qui est fondamentale et qui est en plus relativement facile et satisfaisante pour vous. Donc je vous encourage à le faire. Bien évidemment, ça ne décharge pas de l'évaluation médicale et de la responsabilité médicale dans ce genre de situation. Mais en tout cas, faites-moi remonter toutes vos questions, que ce soit par mail ou en direct lorsque je passe dans l'unité. Je vous remercie et j'essaierai d'alimenter peut-être par d'autres vidéos et notamment sur les diagnostics différentiels dans le cadre de gastro-entérite ou de pathologies infectieuses qu'on peut rencontrer à Mayotte. À bientôt.